Et donc, on va passer à la présentation de Monsieur du docteur Simon. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter au niveau de l'interrégion, qui est responsable du CPS Grand Est et aussi responsable de la mission nationale SPARES, surveillance et prévention des antibiorésistances, et qui va nous donner aussi son point de vue un peu d'hygiéniste en complémentaire de ce qui a été dit tout à l'heure sur ces pratiques avec les sondes endocavitaires. Docteur Simon, merci d'être là encore et je vous laisse la parole. Merci. Mais merci Michel, merci Nathalie pour cette invitation. Vous voyez bien mon écran? Parfait. Parfait. Donc, ma présentation va vraiment s'inscrire dans la continuité de ce que vient de présenter le professeur Prété. Et du coup, je vais pouvoir plutôt compléter ce qui a déjà été dit et évoquer le fait qu'on a, nous, proposé une enquête et un audit, un quick audit depuis quelques jours. Vous verrez que ce quick audit est ouvert jusqu'à fin juin 2022. Et pourquoi, en fait, ce quick audit, sans reprendre tout ce qui a pu être dit, il y a quand même quelques points importants. C'est qu'en 2019, effectivement, il y a eu une publication des recommandations de la SF2H sur la prévention du risque infectieux donc associé aux actes d'échographie endocavitaire. Et juste pour rappel, et Michel en plus vient de l'évoquer, c'est qu'en 2007, il y a eu une forte pression de la part de l'association Le Lien, présidée par Michel-Alain Serretti, qui ne comprend pas, au niveau de cette association, pourquoi la France est l'un des rares pays européens à proposer une désinfection de bas niveau pour les sondes d'échographie endocavitaire quand les autres pays européens proposaient donc une désinfection de niveau intermédiaire. Et donc, il y avait cette difficulté qui était difficilement compréhensible. Et pendant, on va dire, plus d'une dizaine d'années, le ministère de la Santé a tergiversé sur la mise en place de ces recommandations, parce que 2007, ça ne date pas d'aujourd'hui, et elle s'est souvent appuyée sur des recours du Haut Conseil qui allaient plutôt dans le sens de il faut monter, il faut upgrader la désinfection. Mais il y avait des pressions énormes. Donc, il a fallu attendre 12 ans, entre 2007 et 2019. Il a fallu aussi attendre les travaux de Craig Meyer, comme l'a rappelé le professeur Prété, qui a été le premier à cultiver ces virus, à pouvoir mettre en place une technique permettant de mesurer l'efficacité de la désinfection pour arriver en 2019 à ces recommandations. Donc effectivement, le risque infectieux qui était sous-jacent, même s'il est probablement mineur, comme l'a rappelé le professeur Prété, c'est l'HPV. Et en fait, nous, en 2019, à la sortie de ces recommandations, qui datent de l'été 2019, on se dit au niveau du CPIAS Grand Est, eh bien, ce serait intéressant de demander aux établissements de notre région s'ils mettent en place ces recommandations. Et moi, je me souviens d'une réunion au tout début 2020, avant la catastrophe sanitaire, avec les hygiénistes de notre région, et on leur demande alors comment vous vivez la mise en place des recos de 2019, et on sent un grand blanc du genre, écoutez, pour l'instant, on n'a rien fait. Donc, du coup, moi, je propose qu'on réalise un quick audit. Et donc, on se met à travailler donc, début 2020 sur un quick audit. Et puis vous savez ce qui s'est passé à partir de février-mars 2020. Et donc, du coup, ce quick audit, il a été rangé dans un tiroir en attendant des jours meilleurs, parce qu'il était hors de question d'ennuyer nos collègues hygiénistes pour faire ce quick audit tellement accaparé par la crise Covid. Alors, pourquoi mieux désinfecter les sondes d'échographie? Je ne vais pas revenir sur ce qu'a déjà dit le professeur Prété, je vais juste compléter. Il y a deux types de sondes. Il y a les semi-critiques qui ont été évoquées, les sondes de Théo, les transœsophagiennes, mais surtout en termes de volumétrie, les sondes d'échographie endovaginale, parce que c'est celles qui sont probablement les plus utilisées de très loin, les sondes d'échographie endorectale, et toutes ces sondes peuvent, à un moment ou à un autre, si on les classe selon la classification de Spalding comme étant semi-critiques, elles peuvent être souillées par du sang, par des liquides biologiques, et donc, à un moment ou à un autre, présenter un risque, certes théorique, mais de contamination par des micro-organismes et surtout par des virus hématogènes. Je ne rentrerai pas dans le détail des sondes critiques parce que ce sont des sondes très particulières, utilisées surtout en père-opératoire, que ce soit pour du guidage intraopératoire, pour
par exemple, du guidage d'ablation ciblée par radiofréquence, etc., etc., ça dépasse le cadre des recommandations de 2019. Alors, comme l'a rappelé, et je suis tout à fait en phase avec ce que le professeur Préti a dit, c'est qu'il y a peu d'épisodes de transmission croisée publiés dans la littérature. C'est surtout compliqué pour les virus, justement pour la raison que l'on sait, c'est qu'entre le moment où la personne est contaminée et les possibles significations cliniques de cette contamination, il peut y avoir plusieurs mois, plusieurs années, et donc il est très difficile de relier une contamination virale à l'instant T et le développement de signes cliniques à l'instant T plus plusieurs années. Néanmoins, on connaît quand même des risques viraux hématogènes sur des cohortes et c'est parfois très, très limité. Alors pour le HPV, on sait qu'il y a des contaminants d'HPV résiduels possibles donc sur les sondes d'échographie endovaginale. On sait aussi qu'il y a une possible relation directe entre une contamination résiduelle et une infection, même si ce n'est pas très bien établi scientifiquement à ce jour. Donc, c'est une hypothèse non écartée, mais qui n'est pas du tout totalement sûre. Il faut quand même rappeler, et ça, si je peux me le permettre, et je parle sous couvert du professeur Préti, c'est que les infections et les cancers liés à l'HPV sont quand même, en termes de volumétrie, quelque chose de considérable. On considère qu'il y a un nouveau cas de cancer toutes les 20 minutes avec des cancers liés donc au HPV. C'est 100% quasiment des cancers du col, c'est 69% cancer de la vulve, 75% cancer vaginal, 63% cancer du pénis, etc. 91% les HPV sont associés au cancer anal. Ça, c'est des données américaines du CDC, mais on voit bien que les HPV, si on n'a pas pu vraiment démontrer un lien d'infectiosité entre une contamination d'une sonde d'échographie et l'apparition de cancer, on sait quand même que ces HPV sont omniprésents, cette famille de papillomavirus sont omniprésents dans des cancers génitaux, urinaires. Alors, quelle réglementation, quelle recommandation? Alors, on a bien vu qu'en 2019, l'ASF2H, sur une commande d'un travail par Marisol Touraine, élabore donc des recommandations. On reviendra très vite sur ces recommandations, mais il faut quand même savoir qu'avant 2019, il y avait des textes qui existaient. Je vous ai dit que le Haut Conseil de santé publique avait été sollicité à de nombreuses reprises entre 2007 et 2019, date de l'apparition des recommandations. Il y avait aussi ce qu'on appelait le CTINILS, qui était le Comité technique infection nationale, infection nosocomiale, liée aux soins, qui avait transmis dès 2007 des recommandations et qui préconisait des gaines de protection à usage unique pour les dispositifs médicaux réutilisables. Le Haut Conseil, en 2008, lui aussi fait ses recos sur des gaines de latex et autres types de gaines. Je ne reviens pas aussi sur des recos de 2016, toujours du Haut Conseil de santé publique, sur la nécessité d'actualiser les pratiques de désinfection des sondes d'échographie endocavitaire, parce qu'entre-temps, en 2016, à la demande de Marisol Touraine, le GREF, donc le groupe d'études des pratiques en hygiène hospitalière qui dépendait des CECLA, avait été chargé en quelques mois de réaliser un audit sur l'utilisation des sondes d'échographie. Et ça faisait écho à un avis de la Société européenne de radiologie qui disait que c'était quand même pas très bon, on ne travaillait pas très bien sur la désinfection des sondes d'échographie. Donc, in fine, le groupe dans lequel a travaillé le professeur Préti ont proposé en 2019 ce guide qui vous a été présenté. Je ne rentrerai pas dans le détail, ce n'est pas l'objet de ma présentation. Et donc, du coup, aujourd'hui, alors c'est vrai que l'objectif principal, c'était la prévention des infections à papillomavirus, mais avec les gros bémols que nous venons de rajouter. Donc, le principe général, c'est qu'avant 2019, on disait, en l'absence d'utilisation d'une gaine, on fait une désinfection de niveau intermédiaire par trempage. Et par contre, avant 2019, lorsqu'une gaine de protection est utilisée, et bien sûr sous réserve que la sonde n'était pas rompue, qu'il n'y avait pas de contact direct avec liquide biologique, une désinfection de bas niveau était requise. Ça, c'était les recos de 2008 qui étaient valables jusqu'à 2019. En 2019, la désinfection de niveau intermédiaire devient systématique et la gaine systématique. Donc aujourd'hui, on y reviendra, mais quand on dit est-ce qu'on peut ne pas utiliser de gaine, la réponse c'est non. Après, vous faites ce que vous voulez.
vous n'utilisez pas de gaines dans vos établissements, dans vos services, mais justement, j'allais dire l'ADN, la philosophie de ces recommandations de 2019, c'est l'utilisation de gaines. Et d'ailleurs, ça va très bien avec ce que l'European Society of Radiology avait recommandé dès 2017. C'est très calqué, hein. Les recos de la SF2H 2019 sont très calqués sur un existant qui était valable partout en Europe en 2017, sauf en France. Donc, nous, on s'est upgradé, en fait, on ne s'est pas upgradé, on s'est simplement mis à niveau parce qu'on avait pris un retard conséquent, présentant un risque théorique important, un risque probablement plus faible en pratique, mais un risque néanmoins existant. Donc les gaines, j'y reviendrai parce qu'il y a un souci, entre guillemets, c'est qu'elles ont été mises sur le marché avec le statut de DM tel que ça a été redéfini récemment. Et là, il faut savoir que la réglementation européenne a évolué en mai 2021, donc il n'y a même pas un an, et que selon leur destination d'usage, leur classification peut être 1 stérile ou 2A. Donc, il faut bien sûr vérifier que les gaines soient marquées CE, ça c'est le minimum, mais ça, bon, ce n'est pas du tout un gage de qualité, un marquage CE. Bien sûr, une gaine pour une sonde d'échographie, c'est tout sauf un préservatif qui a pu être utilisé par le passé, mais qui ne doivent en aucun cas l'être aujourd'hui, sauf, mais à ma connaissance, je ne connais pas de fabricant de sondes d'échographie qui recommande l'usage de préservatifs, mais je peux me tromper, hein, c'est possible. Et s'il existe un modèle de gaine spécifique, il sera préféré. La gaine jouant un rôle majeur dans la prévention du risque infectieux en évitant la contamination de la sonde d'échographie. Alors, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, il y a 3 grandes familles de désinfection pour obtenir une désinfection de niveau intermédiaire. C'est soit la désinfection par immersion, soit la désinfection par procédure automatique, soit la désinfection par utilisation, on va le voir, de chiffonnettes ou équivalent. Alors, la désinfection par immersion, c'est, j'allais dire, la plus classique, mais la moins usitée, parce qu'en règle générale, les sondes d'échographie ne supportent pas bien le trempage. Je rappelle quand même que pour atteindre une désinfection de niveau intermédiaire, il faut une bactéricidie, une levéoricidie, une virucidie, selon des normes qui existent et qui sont parfaitement établies. Donc, il est indispensable de valider, bien sûr, en plus des normes de phase 2, étape 1, avec la mycobactéricidie, par exemple. Les lingettes, celles que vous utilisez le plus fréquemment, eh bien, pour avoir un spectre d'activité de désinfection de niveau intermédiaire, parce que la désinfection de bas niveau doit être totalement oubliée, la désinfection de bas niveau, juste pour bien marquer les esprits, c'est valable pour un brassard de tensiomètre, c'est valable pour un stéthoscope, une membrane de stéthoscope, mais comment peut-on imaginer se contenter d'une désinfection de bas niveau pour quelque chose qui pénètre à l'intérieur d'un organe? Donc, la désinfection de niveau intermédiaire, c'est bactéricidie, virucidie, fongicidie, tuberculocidie et mycobactéricidie. En fait, il manque que la sporicidie, bien sûr. Donc, pour rappel, pour la désinfection de niveau intermédiaire par des lingettes, on exige une 13727, c'est une bactéricidie, la 14561, donc il faudra vérifier ça, mais vous verrez que ça c'est compliqué depuis mai 2021. Une fongicidie avec la 13624, la 14562, et que pour les lingettes nettoyantes sur lesquelles qui ne sont pas imprégnées, mais qu'on imprègne, il faut en plus la 16615 pour bactéricidie et levéoricidie. Parce qu'en fait, vous avez des lingettes soit pré-imprégnées, soit des lingettes à imprégnées. Donc, pour celles qui sont à imprégnées, qui sont donc non imprégnées dès le départ, on rajoute une norme. Et là, vous avez différentes marques de lingettes qui apparaissent dans ce tableau. Je remercie Sarah Romano-Bertrand du CHU de Montpellier de m'avoir prêté ce tableau. Vous avez donc les différentes marques de lingettes. Vous voyez bien ce tableau avec les marques de lingettes, avec les principes actifs, la classe de dispositif médical à laquelle ça s'applique, et la composition, les indicateurs, et donc les temps pour obtenir les différentes actions bactéricidie, levéoricidie, jusqu'à éventuellement une sporicidie, même si j'ai beaucoup de doutes, moi, sur la sporicidie obtenue par ces lingettes. Pour un automate, le spectre d'activité donc requis, c'est toujours la désinfection de niveau intermédiaire, mais c'est tellement efficace, ces automates, qu'en règle générale,
on obtient même une désinfection de haut niveau, ce qui n'est pas le cas avec le trempage ou ce qui est probablement pas le cas non plus avec les lingettes. Par contre, les automates, on atteint plutôt facilement la désinfection de haut niveau, donc la sporicidie en plus. Sinon, vous retrouvez des normes de bactéricidie. Alors, je vous épargne leur numéro de lévuricidie, de tuberculosidie, de virucidie, hein, avec des actions complémentaires. Alors, quelles sont les techniques qui répondent à ces recommandations? C'est ça qui est intéressant, c'est que l'aspect normatif permet de définir un cadre, permet de définir un cahier des charges. Eh bien, la désinfection par immersion, c'est la méthode, comme je mettais, la moins fonctionnelle et celle qui, entre guillemets, déplaît le plus aux fabricants de sondes d'échographie, parce qu'en règle générale, ils avancent le fait que leur matériel, leur dispositif médical est peu ou pas compatible avec les produits dans lesquels on fait tremper ces sondes. Donc, il appartient à l'utilisateur de veiller à la compatibilité du procédé choisi avec la sonde et d'adopter les mesures de protection nécessaires. Je sais que certaines sondes d'ETO peuvent être trempées. Les sondes d'échographie endovaginale, en général, ne le sont pas, sauf erreur de ma part. Pour les lingettes désinfectantes spécifiques pour les infections de niveau intermédiaire, c'est bien sûr une alternative possible pour le traitement des sondes d'échographie par rapport au trempage. Là, par contre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le professeur Prété, c'est que c'est très personne dépendante. Et donc, du coup, il va falloir faire attention à la façon dont on procède. Et puis la réglementation européenne a changé en mai 2021 et requiert désormais que la lingette désinfectante doit être classée 2B obligatoirement pour tous dispositifs médicaux utilisés pour la désinfection des dispositifs invasifs. C'est la règle 16 de la nouvelle réglementation, etc., etc. Donc, depuis mai 2021, et vous verrez qu'il y a une période transitoire quand même qui est proposée, je crois jusqu'en 2024, sur le fait qu'il va falloir passer aux lingettes classées 2B et qu'il va falloir vérifier que vous utilisez bien des lingettes classées 2B. Donc, lingette classée 2B requis pour tout DM utilisé pour un. Vérifier que vos lingettes soient classées 2B. Et ça, c'est effectivement la réglementation européenne qui vous est spécifiée avec le texte de 2021, du 26 mai 2021. La lingette DNI 2B pourrait être une alternative à l'absence de capacité à financer un automate. Parce qu'effectivement, comme on le disait, un automate, ça coûte cher. Mais ça repose aussi beaucoup sur la fiabilité de l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle quelque chose qui soit très personne dépendante. Si vous avez eu la chance d'aller au congrès de la SF2H à Nantes, il y avait un poster, le P040, qui a fait une étude médico-économique à la PHP en 2021, qui montre que les procédés automatiques ont leur place dans les services ayant une activité soutenue. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de bénéfice à utiliser des lingettes par rapport à un procédé automatique à partir d'un certain niveau d'activité. Mais dit autrement, s'il y a une faible activité, les procédés automatiques sont en général peu rentables, car trop onéreux, et donc le retour sur investissement sera plus compliqué. Donc vous avez bien compris l'inconvénient de la méthode pour les lingettes. C'est le fait que l'action mécanique d'essuyage, l'interface entre le produit et le support ne sont pas toujours faciles à respecter. Le temps de contact n'est pas facile à respecter. Et d'ailleurs, j'anticipe peut-être une évolution réglementaire, c'est que les Allemands commence depuis l'Institut Koch en Allemagne, Robert Koch en Allemagne, qui est quand même la tête de pont des recommandations en termes de désinfection, ont depuis 2020 déconseillé les lingettes pour désinfecter les dispositifs médicaux semi-critiques. Donc, est-ce que ce sera repris dans une évolution réglementaire? Peut-être, peut-être pas. Pour l'instant, on est juste sur du déconseil de lingettes. Les procédures automatisées ne dispensent pas, elles non plus, l'utilisation d'une gaine. De toute façon, il n'y a aucun système de traitement qui ne peut se faire sans utilisation d'une gaine préalable. Il faut bien sûr s'assurer de la compatibilité entre les sondes et le procédé choisi. On va voir que les procédés automatisés, très vite, c'est simple d'utilisation, temps d'immobilisation de la sonde plus court, non opérateur dépendant, et en général, on a une traçabilité automatique. Alors, vous avez 3 systèmes existants. Il y en a 2 de chez Germitech qui utilisent des UVC. Et là, on obtient une désinfection de haut niveau, en règle générale. Selon l'appareil, c'est plus ou moins rapide. Et puis, le système nanosonique, qui, elle, n'utilise pas des UVC, mais un brouillard de peroxyde d'hydrogène. Et là aussi, on obtient une désinfection de haut niveau.
Donc voilà, d'un côté, vous avez des procédés automatiques, on obtient de la désinfection de haut niveau, c'est répétable, c'est reproductible. De l'autre, la désinfection par lingette, qui sont classiquement utilisées, où là, vous n'avez aucune reproductibilité, aucune répétabilité, pas de sporicilie, et moins onéreux quand on en fait peu. Par contre, quand on commence à avoir une activité soutenue, ce n'est pas le cas. Alors tout ça pour dire que ces dernières années, on est passé de la désinfection de bas niveau à la désinfection de niveau intermédiaire et usage systématique de la gaine. Il y a des technologies éprouvées, validées, automatisées qui éliminent l'erreur humaine. Mais néanmoins, nous, on a souhaité faire une évaluation en région Grand Est et on a proposé notre audit aux autres CEPIAS. Là aussi, je rappelle l'évolution réglementaire sur l'utilisation des lingettes de classe 2B. Et voilà, la phase transitoire s'arrête en mai 2024. Hein. À partir de mai 2024, on ne pourra plus utiliser que des lingettes de type 2B. Donc, nous, l'objectif de l'audit, c'est d'évaluer l'intégration dans les procédures d'établissement des recommandations de 2019 de la SF2H. On avait commencé à travailler en 2020, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On avait mis ce travail dans un tiroir en attendant que la crise Covid aille mieux. Là, on fait le pari au premier semestre 2022 que la crise Covid va peut-être nous laisser un peu plus de temps, nous hygiénistes. Et donc, on a proposé un travail collaboratif avec les autres CEPIAS et donc l'évaluation de l'intégration des procédures telles qu'elles ont été décrites précédemment. Je ne reviens pas sur les 9 fiches. Donc, l'audit, c'est un audit documentaire. Hein. C'est même du quick audit. Hein. On a considéré qu'il fallait 10 minutes, à peu près 10-15 minutes pour remplir le quick audit en ligne. Donc, c'est relativement rapide, pour ne pas dire très rapide. Ça concerne des établissements de santé où sont réalisées des échographies avec sonde endocavitaire, qu'elles soient endovaginales, endorectales et transœsophagiennes. Ça, c'est le périmètre, c'est le champ d'application. Il y a 2 types de fiches dans ce quick audit. Il y a une fiche établissement, une seule, bien sûr, par établissement, par entité géographique ou juridique. Et dans cette fiche, on liste les secteurs où sont réalisées des échographies endocavitaires et concernés par une même procédure. Et puis, une fiche par procédure ou par service, si vous voulez faire une évaluation par service. Sachant que, et Olivia Ali-Brandmeier, qui est présente, je crois, elle doit être là, elle doit nous écouter, c'est elle qui a conçu l'outil en ligne. On a quand même limité le nombre de fiches procédures et donc le nombre de lignes. La saisie des réponses donc, se fait donc en ligne, hein, c'est très rapide, hein, je vous l'ai dit, 10 minutes. En cas de procédure commune à l'ensemble des secteurs, on remplit un seul questionnaire. Ce n'est pas la peine de remplir plusieurs questionnaires si c'est la même procédure. Mais on a bien vu, et on a eu une discussion la semaine dernière avec le CHU de Bordeaux, eh bien, il s'avère qu'ils ont plusieurs procédures selon les services. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que nous le pensions. J'espère que dans vos établissements, où vous faites ou de la lingette, ou de l'automatique, ou du trempage, mais il s'avère qu'il y a des établissements. Alors, un CHU, je ne suis pas très étonné, on mixe effectivement l'ensemble des procédures. En cas de procédure différenciée par secteur, on remplit un questionnaire pour chaque procédure en indiquant quels sont les secteurs concernés, endovaginal, endorectal, transœsophagienne. Vous avez jusqu'au 30 juin, donc vous avez le premier semestre pour réaliser ce quick audit d'une dizaine de minutes. Et comme c'est un audit interrégional, ce n'est pas un audit national, puisque seules les régions qui voudront y participer feront la promotion de cet audit. Si je suis là aujourd'hui devant vous, en Bourgogne-Franche-Comté, on peut imaginer que vous allez participer. Aujourd'hui, ça vient juste de débuter, hein, il y a quelques jours, on n'avait que 16 établissements qui avaient contribué, dont un en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on va dire qu'on est vraiment sur la ligne de départ. On a bien sûr, comme tout quick audit, ou comme tout audit que nous réalisons au CEPIAS Grand Est, on rédige un petit guide méthodologique que vous pouvez aussi télécharger sur le site en cliquant sur le lien, et vous aurez donc un guide qui vous rappellera les différentes étapes. Alors, la fiche établissement, c'est simple, hein, nom de l'établissement, région, les secteurs où sont réalisées les échographies endocavitaires, avec le nom du secteur, le type d'activité, vous voyez, hospice, consulte, ambulatoire, bloc, autres. Là, les spécialités, là aussi, on va retrouver essentiellement la cardiologie pour les sondes de Théo, la gynécologie pour l'endovaginal, etc. Mais toute autre spécialité peut être concernée. Donc, une fiche établissement.
et après des fiches procédures. Une fiche procédure, enfin des fiches procédures si vous avez plusieurs procédures dans votre établissement. Et là, on retrouve la déclinaison, j'allais dire chronologique, des différentes étapes qui ont été évoquées à travers donc, les recos de 2019 de la SF2H, où on demande, donc, concernant les pratiques d'hygiène aux échographies endocavitaires, est-ce que la procédure a été actualisée dans votre établissement selon les recos de 2019? Alors, c'est peu souvent le cas pour l'instant. Est-ce que cette procédure est organisée 24-24 et nuit et week-end? Là, il faut aller voir le guide de remplissage. Je vous explique un petit peu ce qu'on entend. Cette procédure précise, est-ce que le conditionnement du gel utilisé pour les échographies est en unidose stérile et ou non stérile et ou flacon multidose? Parce qu'on peut avoir plusieurs réponses possibles. Si c'est du multidose, est-ce que le jour et l'heure d'ouverture sont indiqués? Est-ce que le flacon multidose est systématiquement jeté après 24 heures d'utilisation? Alors attention, on est sur un audit de recommandations. Est-ce que dans les recommandations existantes dans votre établissement, c'est indiqué? Ce n'est pas un audit observationnel. Vous n'allez pas aller voir si dans un service on pratique de l'échographie endocavitaire, si c'est réalisé de cette façon. Ce n'est pas sur de l'observationnel, c'est bien un audit méthodologique. C'est est-ce que dans la procédure de votre établissement, il était indiqué de jeter le flacon multidose après 24 heures d'utilisation. Même chose sur l'usage de gants. S'il y a de la friction hydroalcoolique qui a été rappelé tout à l'heure, bien sûr l'usage de gaines de protection systématique, référencement des gaines de protection en fonction du type de sonde, donc on a différents items sur les gaines. Donc ça, on va dire, c'est en amont de l'examen. En aval de l'examen, retrait de la gaine, changement de gants systématique, demandé avant d'entretenir la sonde, oui, friction hydroalcoolique, élimination du gel, parce qu'en général, on a un surplus de gel, donc par essuyage. Nettoyage systématique avec soit lingette détergente, avec une compresse imprégnée au savon et de l'eau, ça c'est le nettoyage. C'est la partie où on enlève l'excès de gel et donc on nettoie par action détergente. Est-ce qu'un séchage, si nécessaire, est bien précisé dans votre protocole? Et est-ce qu'il y a une désinfection de niveau intermédiaire conforme aux recommandations des fabricants pour la sonde, pour la poignée, etc. Je crois que c'est la dernière page de la fiche procédure. Une désinfection de niveau intermédiaire, donc on vient de le voir. Après, les procédés de désinfection de la sonde sont procédés automatisés, oui, non. Si oui, lequel? Lingette désinfectant, oui, non. Si oui, on vous demande le nom des lingettes, parce que nous, ça nous permettra de faire un recensement des lingettes et de voir d'ailleurs où on en est par rapport aux lingettes classées 2B. Si oui, le séchage de la sonde est précisé. Immersion, si vous faites de l'immersion dans un produit désinfectant, lequel? Est-ce qu'il y a un rinçage? Est-ce qu'il y a un séchage? Est-ce que la traçabilité de la désinfection est demandée dans votre protocole? Procédure de désinfection de niveau intermédiaire des sondes différentes entre 2 examens et en fin de journée. Est-ce que vous l'avez prévu? Entre 2 examens, bio-nettoyage de l'environnement, et ça c'est très important, ce qui a été rapporté par le professeur Prété tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte que très souvent, eh bien, l'environnement proche est hyper contaminé, même parfois plus contaminé que le dispositif médical lui-même, qui, entre guillemets, subit plutôt de bonnes mesures de nettoyage et désinfection, mais par contre, l'environnement, lui, est parfois souillé. En fin de journée, désinfection complète du poste de nettoyage, oui, non. Information remise aux patients. Vous avez vu que tout à l'heure, le professeur Prété, je ne sais plus, je crois que c'était la fiche 9 de mémoire, où il y avait 2 sous-fiches, une pour l'échographie endocavitaire, endovaginale et l'endorectale. Et la procédure est systématiquement réévaluée en fonction des changements de marché, oui, non. Donc voilà un petit peu comment se présente ce questionnaire, ce quick audit, 2 fiches, une fiche établissement, une fiche procédure qui est chronologique, qui reprend les points essentiels des 9 fiches du guide SF2H. Et ça, en général, il faut une grosse dizaine de minutes pour remplir ce questionnaire. Donc je ne peux que vous encourager à le réaliser. Ça nous permettra de voir comment se situe l'appropriation des recommandations SF2H de 2019 et s'il n'y a pas appropriation, de mesurer où sont les écarts et d'essayer de comprendre pourquoi certaines mesures n'ont peut-être pas été adoptées. Voilà. En tout cas,
je reste à votre écoute et je peux répondre à vos questions. Ou Olivia, si vous avez des questions purement sur l'outil lui-même en ligne, peut-être que Olivia pourra vous répondre. Merci à vous. Merci, docteur Simon, pour cette présentation et la présentation de cette évaluation effectivement, hein, qui est relativement simple et qui nous permettra déjà aux établissements de santé de se reposer la question et de penser un peu à autre chose que le Covid. Et souvent, on nous dit oui, ça prend que 10 minutes, mais effectivement, vu votre présentation, effectivement, c'est pas très long. Non. Donc, on ne peut que inciter les établissements à le faire. Donc là, on va passer aux questions. Je vois, il y a déjà deux questions dans le chat. Donc, il y a des personnes qui sont intéressées par rapport à votre poster que vous avez évoqué lors du congrès de la SF2A. À partir de quel seuil pour définir une activité soutenue? Et donc, quand est-ce quand est-ce que ça devient intéressant de passer Eh bien, ce que je vous propose, c'est l'activité? que je ne connais plus exactement ce seuil, parce que ce seuil, en plus, il était très dépendant, j'allais dire, de l'activité dans cet établissement de la PHP. Par contre, ce que je peux faire, c'est renvoyer à Michel et à Nathalie le poster, parce que ça, je l'ai là, j'ai le poster qui a été présenté à la SF2H à Nantes, et ça pourra vous aider, et surtout ça pourra vous aider si vous vous lancez dans une étude, j'allais dire, médico-économique dans votre établissement pour convaincre éventuellement vos services éco sur l'achat ou pas de ce type de dispositif automatique. Je vous renverrai le poster. Mais à mon avis, il faudra quand même, là aussi, vous fassiez une appropriation et que vous fassiez votre propre calcul, mais ça pourra vous aider pour faire le calcul dans votre établissement. Merci. Et une question sur la contamination de l'environnement. Le docteur Prété évoquait la contamination fréquente des claviers. Est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser des lingettes adaptées à un niveau de désinfection intermédiaire pour la décontamination de l'environnement? Probablement, probablement. Là, l'audit, le quick audit, il est plutôt sur le dispositif invasif, donc sur les sondes d'échographie. Et c'est vrai que je n'ai pas souvenir dans les 9 fiches qu'il y avait quelque chose de spécifié précisément. Alors peut-être que je me trompe, alors si le professeur Prété est encore là, peut-être que lui se souvient. Est-ce qu'il y avait un petit laïus sur la désinfection de l'environnement et sur le fait d'encourager à désinfecter l'environnement? Mais bon, les hygiénistes que nous sommes savons tous parfaitement que c'est bien de bien désinfecter un dispositif médical, mais si l'environnement dans lequel est présent le dispositif médical n'est pas propre, eh bien, c'est un peu dommage. Donc, du coup, on ne peut que vous encourager. Et c'est vrai que ça repose toute la question des claviers, de l'informatique, du matériel du multimédia que nous avons maintenant de plus en plus dans les blocs opératoires ou dans d'autres activités, même hors bloc opératoire, et pour lequel on n'a pas forcément une réponse très adaptée. Alors, il faut tester, mais en général, les lingettes, elles peuvent être utilisées sur un clavier sans aucune difficulté. Moi, je n'ai pas la réponse à la question, je ne me souviens pas. Voilà. Mais probablement qu'un mot ou deux doit être dans les fiches, probablement. Ouais, c'est du bon sens, je pense. Oui. Ok. Et juste une question un peu de néophyte. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure qu'il fallait que les lingettes respectent la classe 2B. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien connaissance de toutes les subtilités de cette classification. Qu'est-ce que ça implique du coup des lingettes classe 2B? Alors, la classe 2B, c'est une classe de catégorie. Alors, c'est un peu une lapalissade que je vais vous dire. Mais la classe 2B est plus exigeante que la classe 2A. C'est la classification européenne. Là aussi, je pourrais vous envoyer un tableau qui permettrait de mieux comprendre cette classification. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lingettes utilisables qui sont des lingettes qui ne pourront pas atteindre le niveau d'exigence que je vous ai évoqué tout à l'heure et qui vont disparaître en 2024 ou alors qui vont s'adapter pour justement continuer à être utilisables. Mais je crains vraiment qu'aujourd'hui, là j'ai des lingettes sur mon bureau. Ce type de lingettes, c'est des lingettes d'utilisation courante, mais qui malheureusement, c'est celles que vous utilisez peut-être probablement fréquemment, ne peuvent pas être utilisables sur des sondes d'échographie endocavitaire. Je rappelle quand même que
on est passé d'une désinfection de bas niveau avec des lingettes fourre-tout à quelque chose de beaucoup plus exigeant, hein. Et là, on a un niveau d'exigence qui est quand même de la désinfection de niveau intermédiaire. Et du coup, dans les établissements, on s'est réfugié avec ces lingettes, mais vous allez vérifier dans les jours qui viennent, qu'elles soient de classe 2B, eh bien, vous allez voir que beaucoup de vos lingettes ne répondent pas à la réglementation européenne. Alors certes, vous avez jusqu'à 2024 pour vous y conformer, et je vous promets d'envoyer à Michel et à Nathalie un petit tableau qui permettra de mieux comprendre la réglementation européenne. Et puis, si vous êtes très courageux, je vous enverrai le lien d'une thèse d'une étudiante qui a fait son diplôme d'État de docteur en pharmacie, qui a fait sa thèse d'État sur justement la réglementation européenne, sur la désinfection et les désinfectants, qui date de 2019 et qui est très bien fait, qui explique tout ça. Mais là, il faut vraiment être un peu insomniaque pour lire ce genre de choses le soir. Ok, merci beaucoup. Merci par avance pour tous les documents que vous allez nous envoyer. Oui, je vous envoie tout ça. Je vais faire ça juste après, comme ça je suis sûr de ne pas vous oublier. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, la classe 2B concerne exclusivement les désinfectants? Oui, 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 tout à fait. Mais de toute façon, comme vous êtes obligé d'utiliser une classe 2B, puisque c'est les seuls qui ont effectivement l'autorisation d'être utilisés pour obtenir la bactéricidie, la virucidie, la fongicidie, etc., etc., ça va devenir incontournable. Donc là, dans le tableau, à un moment, vous avez vu, j'ai montré un tableau que j'ai emprunté à Sarah Romano-Bertrand du CHU de Montpellier, à l'MCUPH en hygiène au CHU de Montpellier. Eh bien, vous verrez ceux qui sont classés 2B. Comme ça, vous verrez qu'il y a déjà des lingettes qui sont classées 2B. Mais par contre, il y a beaucoup de lingettes, j'allais dire, d'usage dit médical fréquent qui, eux, répondent à pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Donc, soyez très vigilants sur ce niveau d'exigence. Merci bien. Je pense qu'on va aller vérifier dans l'établissement et en espérant de ne pas trouver trop de mauvaises surprises. Ah ben, vous avez jusqu'à 2024 hein, pour vous conformer. C'est vrai. Et j'avais un petit questionnement. C'est vrai que je vous rejoins aussi. Vous avez dit tout à l'heure, à juste titre, lingette et sporicidie. Vous étiez très perplexe. Ah ben moi aussi, je suis très perplexe parce que là je ne vais pas rentrer dans le détail de certains discours de commerciaux qui revendiquent une sporicidie. Quand on voit que pour détruire une spore, ce n'est pas quelque chose d'aisé pour un produit chimique. Et vous avez donc dans le tableau que vous reverrez sur le diaporama, il y a des sporicides qui sont revendiqués en quelques minutes. J'avoue être un peu dubitatif. Alors, je n'ai pas été voir tous les travaux de Craig Myers qui ont été cités. Effectivement, Craig Myers a mis au point une technique et la sporicidie semble effectivement être atteignable, mais une sporicidie en quelques minutes, ça me perturbe. Alors, c'est vrai que certains utilisent du chlore, du dioxyde de chlore, donc c'est quand même plus facile d'être sporicide quand on est un produit oxydant comme du dioxyde de chlore, c'est clair. Mais n'oubliez pas, il n'y a aucune exigence de la sporicidie. Hein. La sporicidie, c'est pour une désinfection de haut niveau. Là, on est dans la désinfection de niveau intermédiaire. Donc, la sporicidie, c'est un peu la cerise sous le gâteau. Hein. Vous ne vous sentez pas obligé d'utiliser un produit sporicide. Hein. Okay. Et juste pour revenir à l'audit que vous me proposez, c'est vrai que est-ce que c'est une première étape? C'est vrai que c'est un audit documentaire, organisationnel. On m'a déjà posé la même question. Oui, vous avez raison, c'est une bonne question. C'est une première étape, c'est juste pour voir l'appropriation des recommandations de la SF2H. Et imaginons que cette appropriation ne soit pas faite, eh bien, il faudra qu'on aille creuser et comprendre pourquoi ce n'est pas fait, peut-être faire un audit observationnel. Mais là, on n'est pas, avec cette crise Covid, depuis 2 ans, on est tellement accaparés tous par de la gestion de Covid que proposer un audit observationnel, ça nous semblait déraisonnable. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait envisager dans un deuxième temps.